très stressante. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter pendant cette période d'affectation et lors de votre prise de poste. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter donc la procédure d'affectation que vous connaissez déjà, mais notamment vous faire part de conseils sur cette procédure et dans un deuxième temps, d'échanger sur la prise de poste. Et nous finirons bien sûr par un temps d'échange lors duquel nous pourrons répondre à vos questions. Alexandre, est-ce que tu changer la slide? Mm. J'ai l'impression qu'on a à nouveau des petites problématiques de connexion. Ça va être Alors, dur pour pour commencer Émilie. sur la... Vous m'entendez pas? Ah ouais, ça bug à nouveau. Euh, et éventuellement, et peut-être que tu peux te connecter depuis ton portable. Parfois, ça marche au mieux, Ben là, d'expérience. je suis déjà en partage de connexion Ah avec ouais, mon... d'accord. Eh bien. Alors, je vais faire la méthode du téléphone où ça capte Bon. mieux. Euh, donc du coup, peut-être pendant ce temps, je reprends la main sur la présentation. Je te laisse voir de ton côté. Donc effectivement, comme le disait Émilie, hein, la procédure d'affectation, c'est ce qui va clôturer votre scolarité finalement, et c'est l'objectif. C'est ce que vous aviez, je pense, en tête lorsque vous avez passé le concours il y a maintenant 1 an ou 2 ans, selon votre filière. Et donc, elle a un impact forcément massif sur voilà, le déroulement en tout cas du début de votre carrière. Après, cette affectation, elle a une importance aussi qui est à relativiser dans le sens où une première expérience à l'échelle de toute une carrière, ça reste une première expérience. Et vous allez tout à fait pouvoir rebasculer. Enfin voilà, si jamais vous n'avez pas le poste que vous vouliez, le poste de votre vie, rien ne vous empêchera de changer de poste à l'issue, même si évidemment l'objectif, c'est de pouvoir trouver chaussure à votre pied, mais ne vous mettez pas non plus une pression démesurée concernant ces affectations-là, puisqu'on sait que les listes de postes peuvent être parfois frustrantes. Mais ça ne veut pas dire que vous serez condamné à rester sur un poste enfin, frustrant ou autre. Donc voilà, en tout cas, allez-y. De toute manière, ça vous ouvrira probablement sur de nouveaux horizons. Euh, à ce stade, en tout cas, ce qu'il est temps de commencer à faire, c'est de pouvoir effectivement commencer à travailler la structure de vos lettres de motivation. L'idéal, c'est de pouvoir commencer à la travailler pendant l'été, quand la période est un petit peu plus calme. On sait que dans les hôpitaux, dans les établissements médico-sociaux, ça ralentit un petit peu l'été, et donc du coup, c'est peut-être le moment de pouvoir voilà, retravailler vos lettres de motivation, et comme ça, vous aurez ensuite une trame facilement adaptable. Travailler notamment la partie présentation personnelle, ce que vous voulez mettre en avant de votre parcours euh, pour pouvoir, euh, voilà, avoir quelque chose qui soit facilement ensuite duplicable quand les listes de postes vont sortir, puisque vous allez voir qu'il va falloir être très réactif à ce moment-là. C'est le moment aussi d'actualiser votre CV, puisque ça, a priori, ce sera le même que vous enverrez dans tous les établissements. N'hésitez pas à bien mettre en avant tout ce que vous avez fait pendant vos missions d'élève directeur et d'élève attaché. Parce que voilà, c'est effectivement ça qui va pouvoir vous différencier et rendre votre candidature attrayante. Donc pensez-y, et ça vaut le coup de bien le retravailler, de bien le faire relire. Et n'hésitez pas à nous faire relire aussi vos CV et vos lettres de motivation. On est là pour ça. Donc il ne faut pas hésiter à À solliciter le demain. service des jeunes managers pour ça. Si je peux me permettre, Lucie, effectivement, tu as tout à fait raison et on sera dans l'accompagnement, la relecture, si vous le souhaitez, de vos candidatures écrites. Et Lucie a tout à fait raison d'insister sur l'aspect un peu personnel de votre candidature, c'est-à-dire finalement les points un peu saillants que vous voulez mettre en avant et qui vous, voilà, qui vous caractérisent et les quelques missions
sur lesquels voilà, vous avez tiré un retour d'expérience utile. Je vous invite par contre à ne pas y passer trop de temps. Pourquoi? Parce que en fait, vous êtes, en fait, on, vous en rendez sûrement pas compte, mais vous êtes très bien formé et en fait, vous êtes attendu. Vous êtes attendu dans la grande majorité des établissements et vous allez amener des compétences que les établissements ont parfois du mal à recruter. Et pour un établissement de santé ou médico-social, recruter un élève qui sort de l'EHESP, bah, c'est parfois une chance, enfin, ça peut être perçu comme une chance importante. Alors, dans les gros établissements, peut-être un petit peu moins parce que ils sont peut-être un peu plus attractifs dans les métropoles et ils voient plus souvent des élèves directeurs. Mais dans beaucoup d'établissements, ils sont très contents de vous voir arriver. Et donc, finalement, l'aspect concurrentiel sur des aspects très détaillés comme la lettre de motivation, etc., est vraiment à minorer. Dans tous les cas, vous aurez un entretien très rapidement. Et donc, en fait, le contenu précis de votre lettre de motivation ne sera pas fondamental. Ce qui sera important, c'est l'entretien. Donc, ne passez pas trop de temps sur vos lettres de motivation et votre CV. Voilà, envoyez-les nous si vous voulez vous fasse une petite relecture, mais ne passez pas trop de temps dessus. Par contre, là où il faut passer du temps, c'est hyper important, c'est sur les fiches de poste. Ça, c'est indispensable. Mais je vais pas aller trop vite. C'est le point que Lucie va aborder juste après. Voilà. Voilà, bah, exactement. Donc, on a un calendrier qui est identique hein, pour DHD3S. Donc là, jusqu'à la Non, en fin fait, août. plus c'est 17h. Ah, pardon, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Donc, on a un calendrier qui est identique pour DH D3S. Donc vous allez et attaché, vous avez vos postes qui vont être vos listes de postes qui vont être publiées au début du mois de septembre. À ce moment-là, c'est vraiment important, comme le disait Clément, d'être réactif. C'est-à-dire que vous n'avez pas le luxe de passer une semaine à étudier l'ensemble des fiches de poste pour sélectionner le poste auquel vous souhaitez candidater. Il faut pouvoir faire un tri très rapide et donc être très réactif à ce moment-là. Dès que vous en prendrez connaissance, euh, lisez-les toutes une première fois et puis, vous allez pouvoir trier en fait ça oui, ça non, ça peut-être, et puis ensuite préparer directement des candidatures pour les fiches de poste qui vous intéressent le plus. Pourquoi il faut être très réactif? Puisque effectivement, vos collègues vont les avoir en même temps que vous. Et donc là, l'important, c'est de ne pas laisser passer les trains. Et si vous passez trop de temps à réfléchir à vos candidatures, et si voilà, si par exemple votre CV n'est pas prêt directement au début du mois de septembre, mais que vous devez tout refaire, vous risquez de prendre un retard significatif qui pourrait vous porter préjudice. Donc autant Clément avait parfaitement raison en disant que effectivement l'importance du CV, de la lettre de motivation est à relativiser, c'est sûr. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir être réactif et d'être prêt. Et de pouvoir ensuite aller analyser, mais ça, je pense qu'Émilie, qui est reconnectée, va pouvoir le réexpliquer, et de pouvoir ensuite être réactif et de pouvoir analyser la fiche de poste pour pouvoir être bon en entretien et être sûr que vous avez bien compris les attentes sur ce poste-là. Donc là, sur le calendrier, on dit envoi des candidatures jusqu'au 24 septembre. Ça, c'est enfin, très clairement, on ne vous conseille pas d'attendre jusqu'au 24 septembre pour envoyer vos candidatures. Il faut commencer à envoyer des candidatures dès le jour même ou dès le lendemain pour pouvoir être dans le premier train d'entretien. Ça, c'est vraiment un conseil, je pense. Généralement, ce qui se passe souvent, c'est que vous avez les fiches de poste par vos délégués, que les CNG transfèrent les fiches de poste aux délégués, qui vous les transfèrent souvent la fin de semaine qui précède la publication au JO. Donc vous avez le week-end pour vous poser sur les fiches de poste et il faut que vos candidatures elles partent le lundi. Enfin, il ne faut pas attendre ni le mardi ni le mercredi. Il faut que vous fassiez une première salve de candidature le lundi. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des entretiens très rapidement derrière. Et donc, il faut pouvoir s'organiser pour pouvoir aller à ces entretiens. Ça implique, on en reparlera après, mais une logistique importante. Et donc,
la partie candidature, il faut pouvoir la gérer voilà, dès le départ et que vous démarrez la semaine où après vous allez gérer la gestion, la logistique des entretiens et non plus les candidatures écrites que vous aurez préparées finalement dans le week-end où vous aurez reçu les fiches de poste. Émilie, est-ce que tu es reconnectée? Oui, est-ce que juste vous m'entendez comme ça, je Ouais, vérifie que ça ouais, fonctionne? c'est Là, ça a l'air parfait. de fonctionner. Ouais. Je crois Ok, qu'on très bien. on a les attachés juste après sur la slide Oui, d'après. tout à fait, il y a le calendrier des attachés ensuite. Alexandre, si tu... Voilà, parfait. Voilà, nickel. Voilà. Donc là, comme l'a dit Lucie, on retrouve un calendrier alors, qui est un petit peu différent concernant les attachés, avec donc votre stage de professionnalisation qui se termine prochainement au 1er août. Une publication des postes donc, qui aura lieu du 2 septembre, entre le 2 septembre et le 5 septembre, donc on ne connaît pas encore la date exacte. L'envoi des candidatures donc à partir du 22 septembre. Et enfin des entretiens donc, qui se dérouleront jusqu'au 3 octobre, avec une fin de la procédure qui est prévue au 10 octobre et un début de la période de spécialisation au 13 octobre. Je Euh, me permettrais juste oui. d'ajouter que, alors c'est comme ça que moi j'avais procédé et que nous avions tous procédé, raisonner en termes de dans quelle région j'ai envie d'aller, puisqu'on sait qu'on est sur des postes nationaux, Mm, mm, mm. et quelle direction fonctionnelle. Donc Mm. déjà, ça permet aussi d'élaguer et déjà de préparer plus ou moins un petit peu les lettres de candidature. Exactement, merci Ingrid. Et c'était nos slides d'après, hein. Ah, pardon. On reprend tous ces éléments, mais oui, oui, tu as tout à fait raison, c'est essentiel. Et c'est d'ailleurs la première étape, on va y revenir pour bien choisir les postes sur lesquels quand vous allez candidater. On vous a fait également un focus plus précis sur comment se déroule le calendrier, entre guillemets, suite à l'entretien que vous réalisez dans les établissements. Donc, en règle générale, suite à votre entretien, vous avez une réponse lorsqu'elle est favorable entre le J+2 à J+8, mais souvent, c'est plutôt assez rapide. Suite à cette réponse, vous échangez avec le ou la directeur général. Et suite à cette décision favorable, donc c'est le mail, et ça, vraiment, je pense que c'est important d'appuyer là-dessus. Euh, la période d'affectation est considérée comme close et surtout, vous devez vous considérer sécurisé, entre guillemets, seulement lorsque vous avez une validation de la part du CNG et donc le mail de confirmation qui vient confirmer que votre affectation est bien validée sur le poste sur lequel vous avez candidaté. Je pense que Donc, ouais. Oui, là, vas-y. pardon, Émilie, excuse-moi, c'est important d'insister là-dessus. C'est important de pouvoir tenir sa parole dans cette phase-là. Et donc, si vous avez une réponse favorable d'un établissement A, mais que vous attendez peut-être un établissement B qui vous plairait un petit peu plus, il faut être transparent avec le DG et pouvoir lui dire, j'aimerais vous dire oui, mais j'attends encore une réponse. Combien de temps vous me donnez? Et ne surtout pas lui dire oui pour ensuite lui dire non. Ça, c'est peut-être le truc le plus catastrophique que vous pouvez faire. Et donc, il faut vraiment pouvoir, voilà, une fois que vous dites un oui ferme et définitif, c'est un oui ferme et définitif, et vous attendez que le DG dise qu'il a retenu votre candidature auprès du CNG, et là, vous considérez que c'est clos. Mais en tout cas, on ne peut pas se dédire une fois qu'on a dit oui quand on reçoit une proposition de poste. Et ça, je crois que c'est valable sur toutes les filières, hein. Mm. On peut Mm. éventuellement demander un temps, Voilà, mais pas très long, hein. C'est-à-dire, c'est ça. c'est pas une semaine, c'est pas trois Mm, jours, c'est rarement 2 jours, c'est 24 heures, ça mm, s'entend. mm, mm, Généralement, c'est ça. C'est-à-dire bah, le temps aussi de se concerter avec ses proches, mm. le temps de mettre en balance un peu. C'est des choix quand même de vie derrière pour les premières années. Alors, je dirais, c'est des choix ça peut paraître bizarre vu de votre fenêtre, mais avec un peu de recul, à relativiser dans le sens où ça reste le premier poste et après, il y aura d'autres postes et ce n'est que le premier, entre guillemets. Mais quand même, c'est quand même la première expérience. Donc, effectivement. Ça s'entend que vous allez devoir faire des choix dans un délai assez court. Et donc, vous pouvez demander un délai, mais vous pouvez pas non plus demander un délai parce que un délai trop long, puisque le chef d'établissement lui-même, il a sa propre procédure de recrutement engagée. Lui-même, il a des enjeux forts
sur ce recrutement. Et bah, lui, il faut pas qu'il se plante non plus et il veut trouver la bonne personne. Donc, il faut demander un délai, oui, mais un délai raisonnable de 12-24 heures, mais rarement plus. Si je peux intervenir pour les D3S, il y a quand même une exception, c'est pour ceux qui postuleraient sur des chefferies d'établissement, où parfois peut y avoir un delta assez long entre le moment où vous êtes reçu par l'agence régionale de santé et enfin la délégation territoriale et le moment où vous êtes reçu par le président ou la présidente du conseil d'administration. Et je sais que certaines ARS, avant de donner leur feu vert au CNG, attendent le retour du président ou la présidente du conseil d'administration et que ça peut être parfois un peu long. Donc, quand je vois réponse favorable de J2 à J8, il faut savoir que pour les chefferies, ça peut être parfois un peu plus long. Merci Alexandre. Est-ce que sur ces points-là, on va revenir après sur le détail des candidatures, des fiches de poste, etc. Mais sur ces points de procédure de déroulé, est-ce que vous êtes au clair avec ça? Vous avez des questions? N'hésitez pas, hein. On est là pour ça, hein. Non? C'est Non. bon? Tout est clair? Ok. Alors maintenant, quelques conseils sur la préparation de la période d'affectation. Premier conseil qu'on vous donne, qui n'est pas le plus simple, c'est d'essayer d'aborder le plus sereinement possible, même si voilà, c'est pas toujours facile cette période d'affectation. De préparer bien sûr votre dossier de candidature avec un CV, une lettre de motivation, avec possibilité bien sûr de nous les faire relire si vous le souhaitez. De préparer vos entretiens, notamment en, en annotant en fait la fiche de poste, en préparant également des questions. Alors attention sur ce point, puisqu'il n'y a rien de pire que de prendre un poste sur un périmètre qui est flou au départ. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions lors de vos Et entretiens si le périmètre n'est pas très clair. c'est vraiment un point très important ce que dit Émilie. En effet, vous allez avoir des fiches de poste dans les mains et en fait, vous allez devoir faire des choix de candidature en fonction de ces fiches de poste. Et comme le disait Ingrid tout à l'heure, c'est important de réfléchir aux directions fonctionnelles ou aux régions, aux établissements qu'on envisage. Cependant, c'est pas la même chose de réfléchir de façon théorique et de réfléchir en liste fermée. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les mêmes choix dans une liste fermée, par définition, où on a un choix limité, que dans un idéal, absolu. Et donc, vous allez vous retrouver, vous, dans une liste fermée. Et dans cette liste fermée, vous allez faire des comparaisons d'établissements, de postes, de périmètres. Et donc, vous ne ferez pas tout à fait les mêmes choix que ce que vous aviez forcément imaginé au départ. Et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de ces 48 heures, 72 heures, ce week-end de réflexion autour des fiches de poste. Je vous invite vraiment à ne pas prévoir, essayer d'éviter les mariages, les soirées sur ce week-end-là, parce qu'il faut vraiment que vous soyez, ça va vraiment vous prendre du temps de les analyser, de toutes les lire, de les regarder, de les fluoter, de les hiérarchiser. Et ça prend, c'est vraiment, ça prend quand même, c'est des heures de travail. Et puis après, faut que vous en discutiez avec vos proches, enfin voilà, pour voir les candidatures que vous faites. Et donc, l'analyse des fiches de poste est extrêmement importante. Vous allez avoir des fiches de poste très hétérogènes. Il y a des chefs d'établissement qui investissent énormément le travail sur la fiche de poste, d'autres beaucoup moins. Des fiches de poste peuvent être très claires, d'autres beaucoup moins. Et en fait, je vous cache pas qu'une fiche de poste mal rédigée, pas claire, un périmètre euh, qui est quand même flou, un intitulé de poste qui est flou, bon, ça c'est déjà des premiers, entre guillemets, des premiers warnings. Ça peut être des warnings qui peuvent après se lever à l'entretien tout à fait facilement. Mais quand même, attention, vous pouvez forcément avoir en face enfin, si d'ores et déjà il y a des problématiques de périmètre ou d'intitulé et de description
qui vous mettent dans le doute, typiquement, je vous invite à nous appeler parce que comme ça, nous, on pourra vous aiguiller dans la lecture. On parlait des CV, lettres de motivation, mais vraiment le bon moment aussi pour nous appeler, c'est quand ce fameux week-end où vous avez la lecture des fiches de poste à Mm. faire et l'analyse à faire. Là, typiquement, là, on a une hotline H24 7-7 au SNPS. Alors, peut-être pas trop H24 quand même parce qu'il faut qu'on dorme, mais non, mais on se rendra disponible pour vous aider sur cette période parce qu'on sait que c'est un moment extrêmement important Ouais. et que vous avez besoin des fois de clés de lecture, de collègues un peu plus expérimentés pour comprendre ce qui est indiqué dans une fiche de poste. Et c'est à partir de cette lecture-là que vous allez faire votre hiérarchie, vos choix et vos priorités. Là-dessus, Clément, effectivement, je souscris pleinement à ce que tu dis, sachant que sur des fiches de poste un peu floues, du type, enfin, tout n'est pas acheté, parce que parfois ça peut s'expliquer un contexte établissement. Je pense à un poste du style chargé de mission DG. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça peut être parce que le DG sait qu'il y a un collègue qui est sur le départ et qu'il y a un poste qui va bientôt être vacant. Il ne peut pas publier le poste du collègue étant donné que bah, ce collègue Voilà. est encore là. Donc parfois, il y a des explications tout à fait rationnelles à ce genre de fiche de poste. Et Exactement. du coup, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut arriver à comprendre et il ne faut pas se contenter de se dire, bon, bah voilà, je vais aller au CH de X, je ne sais pas trop ce que je vais faire, il y aura un peu de projet, un peu de machin, et puis je vais filer un coup de main à un tel. Franchement, ça, c'est des postes vraiment difficiles. Il faut avoir une idée très claire de ce que vous allez faire lorsque vous prendrez votre poste en janvier. Là, en fait, le chef d'établissement vous dira à l'entretien, ça peut traduire, comme dit Lucie, finalement un arbitrage des arbitrages de périmètre qui n'ont pas été totalement rendus. Entre le moment où la fiche de poste est remontée au CNG et votre entretien et votre prise de poste, ça peut bouger. C'est assez même, ça arrive régulièrement que ça bouge. C'est pas non plus grave, mais c'est juste que à l'entretien, ça veut dire qu'il faut se lister, comme disait Émilie tout à l'heure, les questions. Ces questions-là, il faudra les poser. Et ça, c'est hyper important. La fiche de poste, quand vous arrivez à l'entretien, vous l'avez annotée, vous avez fait votre liste de questions, ce qui va traduire aussi le fait que vous l'avez lu, vous avez cherché à comprendre ce qu'il y avait derrière certains éléments de périmètre de la fiche de poste. Et donc, le fait de poser des questions sera vu positivement parce que ça montre que vous êtes vraiment intéressé au poste et vous cherchez à comprendre le fonctionnement. Si effectivement dans l'entretien vous n'avez pas de réponse à vos questions, si vous ne vous sentez pas à l'aise à l'issue de l'entretien, si vous restez dans le flou à l'issue de l'entretien, bon, ça devrait être un warning. Je le précise, hein, c'est une rencontre, un entretien de recrutement. C'est vraiment une rencontre. Le chef d'établissement fait un choix, mais vous aussi, vous faites un choix. Et vous avez tout à fait le droit de choisir de ne pas travailler avec un chef d'établissement. Si vous vous sentez pas à l'aise, si vous vous sentez pas bien, c'est quelqu'un avec qui vous allez passer beaucoup de temps. Et donc, autant que ça se passe dans de bonnes conditions, dans une bonne ambiance, dans des conditions de travail agréables, favorables, puisque on fait un métier exigeant, donc autant le faire dans un cadre avec une relation bon, professionnelle qui soit saine. Évidemment, dans la très grande majorité des cas, ce sera le cas mais je préfère le dire tout de suite. Il y a aussi des établissements où enfin, si vous nous demandez notre avis, on vous déconseillera d'aller parce qu'on a des alertes, parce qu'on a des situations où on sait qu'il y a des problématiques. Et ça, on en discutera individuellement, on vous en parlera individuellement quand vous nous solliciterez. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, et j'ai aucun mal à l'assumer là dans quelque chose qui est enregistré, mais feu vert, feu orange, feu rouge, quoi. C'est-à-dire, pour moi, feu rouge, c'est un établissement où il ne faut pas aller parce qu'on a des alertes au niveau syndical et de notre point de vue, c'est pour un premier poste, c'est dangereux, enfin, c'est se mettre en difficulté. Euh, c'est bienveillant, c'est quelques cas. C'est pas la majorité des établissements bien, la majorité des établissements c'est feu vert. Et ça, on vous le dira. Mais ça, vous pouvez pas le savoir à l'avance. Et là, j'accompagne plusieurs collègues. J'en ai une encore au téléphone hier soir, qui ont fait des choix et malheureusement qu'ils regrettent parce que ça se passe pas bien. Donc, afin de vous éviter dans cette situation, faut nous appeler. Comme ça, on vous dira tout, puis vous pourrez faire vos choix en connaissance de cause. Mm, mm. Tout à fait, Clément. Et puis, je pense que c'est important aussi que vous fassiez confiance à vos ressentis, en fait. Une fois que vous avez passé vos entretiens, vous sentez assez vite si oui, vous allez pouvoir travailler de façon sereine avec le chef d'établissement ou non. Donc ça, je pense que c'est très important de le prendre en compte, en plus du périmètre de poste, de la localisation géographique et de tous les autres critères qu'on va mentionner juste après.
Donc, si on reprend la préparation dédiée à l'entretien, donc fiche de poste, on en a parlé. Bien sûr, préparer également une présentation à avoir sous le coude pour le jour J et des questions, voilà, comme on l'a dit, hein, globales sur le poste, sur l'établissement, sur les enjeux, la stratégie de l'établissement, voilà. Euh, Ayez toujours des questions sous le coude. Terminer un entretien quand on vous demande si vous avez des questions et que vous n'en avez pas, ça fait un peu mauvais genre. Donc voilà, c'est toujours important d'y réfléchir en amont. Et puis, bien sûr, la lettre de motivation que vous aurez préparée en amont et que vous amènerez donc le jour J et qui est à personnaliser, hein. Attention au modèle type de lettre de motivation. Même si tous les chefs d'établissement savent très bien que vous allez sûrement faire de nombreuses candidatures, il est important quand même de veiller à personnaliser la lettre en fonction du poste sur lequel vous candidatez. Euh, alors, un petit conseil également, quand vous recevez la publication des postes, vous pouvez formaliser un tableau de priorisation des postes avec pondération de vos critères, alors critères que vous pouvez définir vous-même, hein. Là, on vous a mis un exemple de tableau, voilà, qu'on avait nous-mêmes élaboré, hein, lors des publications de postes. Mais voilà, ce type d'outil vous permet d'avoir une vision un peu plus globale des postes susceptibles de vous intéresser et qui sont classés donc par ordre de priorité et ce qui vous permet de vous organiser pour l'envoi de vos candidatures. Euh, Je vois que Florestan, qui est un de nos collègues du SMPS, qui est directeur adjoint à Draguignan, indique dans le chat, je suis en ville, je ne peux pas mettre le micro, mais deux choses importantes qui peuvent apparaître évidentes. En lien avec ce que dit Clément, le poste change beaucoup en fonction du management du DG. Et effectivement, hein, les postes se ressembleront pas. En fait, ça va vraiment dépendre de l'organisation de l'équipe de direction et du mode de management du chef d'établissement. Qu'est-ce qui va être très délégatif, peu délégatif, est-ce qu'il va demander beaucoup de reporting ou peu de reporting? Enfin voilà, il y a plein de façons de manager différentes une équipe de direction. Et puis rechercher aussi l'organigramme et le projet d'établissement pour bien comprendre le périmètre du poste. Ça, c'est des choses que vous aurez normalement sur le site internet de l'établissement. C'est des éléments qui sont normalement assez facilement accessibles en ligne. Vient de euh, dire Clément est encore plus criant pour les attacher. C'est très fonction du directeur avec lequel tu travailles d'un poste à un autre. Mm. mm, Ouais, c'est mm, pour ça cet entretien, il est Mm. fondamental pour voir s'il y a un lien de confiance qui se crée. Et si le lien de confiance se crée d'ores et déjà dès l'entretien, tout de suite, bah, ça vous donnera envie ou pas, mais ça pourrait vous donner envie de travailler avec la personne. Alors, cette personne, il faut savoir qu'elle peut changer, c'est-à-dire que vous pouvez être recruté par une personne et la personne peut changer assez rapidement derrière ou peu de temps après. Ça vaut pour les directeurs adjoints comme pour les attachés. Bon, ça, il faut s'y attendre. Voilà, ça fait partie des aléas de nos métiers. Nos chefs d'établissement, les directeurs adjoints peuvent changer de poste. Peut-être ça peut être bien quand même d'en échanger avec, par exemple, si vous êtes directeur sur un poste de directeur, le chef d'établissement, est-ce qu'il est à la fin de son exercice? Est-ce il vient d'arriver? Vous voyez, bon, ça peut rentrer en ligne de compte après pour vos choix. Si en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler, bah, c'est bien de savoir qu'il est au début de son mandat et que potentiellement si vous êtes recruté, bah, vous travaillerez avec lui peut-être à minima 2, 3 ans. Et ça, c'est déjà bien de savoir ça. tout à fait. Alexandre, est-ce que tu peux revenir à la slide précédente? Merci. Alors, on vous a fait également un petit focus sur les détails pratiques, notamment avec des conseils en lien avec la planification de vos entretiens. Nous, on vous conseille de ne pas planifier plus d'un rendez-vous par jour pour pas que ce soit trop énergivore, d'autant plus que souvent il y a des déplacements à prévoir d'un rendez-vous à un autre. Être vigilant donc sur les distances et les déplacements, donc si possible, essayez de mutualiser vos rendez-vous dans des zones géographiques, mais bon, encore une fois, euh, vous allez pas être tributaire complètement des rendez-vous qu'on vous propose. Et A laissé entrer les journalistes dans l'enclave.
Et enfin, bien sûr, on vous propose aussi de prendre tous les rendez-vous en amont pour pouvoir organiser votre agenda et puis que ce soit lissé sur la période. Deuxième conseil, être cordial et agréable avec les secrétariats de direction. Tout simplement parce que c'est la première image hein, que vous allez donner lorsque vous allez appeler pour avoir des renseignements. Donc voilà, ça nous semblait quand même important de le mentionner, puisque vous n'êtes pas à l'abri après de retour hein, de la part des secrétariats vers le chef d'établissement sur votre appel que vous avez effectué. Pensez aux détails matériels, hein. Bon, ça semble tout bête, mais c'est important. Et puis la gestion des transports, donc pour aller d'un point A à un point B. On sait que c'est une logistique, donc voilà, si vous pouvez vous organiser le mieux en amont, ce sera le plus simple pour vous et ça vous décharge d'une charge mentale en moins. Et enfin, donc comme on vous l'a dit, hein, nous vous conseillons de considérer votre procédure d'affectation terminée uniquement à la réception du mail du CNG de validation de votre candidature. Ça, c'est très important. C'est vraiment ce qui officialise hein, votre affectation sur le poste. Là-dessus, sur l'aspect matériel, je pense que c'est important de le dire aussi. Ça a un coût. Il faut bien l'anticiper. Vous allez probablement avoir une dizaine d'allers-retours en train. Je suppose que vous l'avez déjà anticipé, mais voilà, prévoyez-vous, même financièrement, il n'y a pas de prise en charge de l'EHESP ni des établissements d'ailleurs, sur les déplacements en recherche d'affectation. Donc pensez-y. Et puis, évidemment, vous ne pourrez pas prendre vos billets en avance puisque tout va se jouer de manière très, très tard. Mais voilà, mettez-vous un petit peu d'argent de côté quand même pour cette période parce que ça chiffre vite. Et puis, vous allez avoir probablement des allers-retours en train à prévoir. Essayez aussi, alors ça, moi, j'avais fait à l'époque. De pouvoir faire les allers-retours dans la journée pour pouvoir économiser une nuit sur place. Enfin voilà, il y a des. Mais et ça, vous pouvez parfaitement, c'est entendable, hein, les secrétariats de direction l'entendront, de dire bah non, en fait, le rendez-vous à 8 heures, il m'arrange pas parce que le train, ça fonctionne pas. Est-ce qu'il y a une dispo à 14 heures, par exemple? C'est des choses que vous pouvez demander. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais par contre, voilà, essayez de vous arranger comme ça. Ce qui est à éviter, par contre, c'est les rendez-vous en visio. Ne dites surtout pas, ça je sais que ça s'était produit l'année dernière ou l'année d'avant, ne dites surtout pas, voilà, je peux pas me déplacer, je suis actuellement à je suis intéressée par un poste à Nice, mais bon, ça fait beaucoup de trains, donc est-ce qu'on peut faire une visio? Ben non, en fait, si vous voulez le poste, il faut pouvoir se déplacer, rencontrer les collègues, avoir une idée d'établissement et voilà, il faut. C'est un point important ce que tu dis ici, parce que là, il y a une question qui a été posée dans le chat sur ce sujet. Est-ce que des entretiens en visio sont envisageables si les établissements sont trop éloignés les uns des autres? Ah, effectivement, vous pouvez vous retrouver avec des contraintes pratiques compliquées dans la gestion de vos rendez-vous. Mais plutôt que de demander un rendez-vous au visio, essayez de voir avec le secrétariat pour retrouver une date qui convient mieux, qui vous permet logistiquement de vous déplacer. Mm. C'est pas, ce sera pas mal vu. Les chefs d'établissement savent et les secrétaires de direction pour les établissements qui ont l'habitude de recruter des directeurs adjoints sortis de l'école savent qu'il y a une logistique particulière sur ces 3 semaines-là. Certains chefs d'établissement l'anticipent complètement en balisant la semaine, enfin, en balisant des plages pour recevoir les élèves directeurs, les attachés. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander un report, enfin demander un autre créneau plutôt que la visio. Alors la visio en soi, vraiment, peut-être à la limite, j'ai envie de dire, ça peut être le dernier recours si vraiment c'est impossible Ouais. pour vous. Alors peut-être qu'il y a des conditions aussi, si vraiment l'autre bout de la France, enfin si c'est très très loin, si c'est l'outre-mer aussi. Enfin, ça peut s'expliquer, on peut tout à fait comprendre Oui. hein, pour ces raisons que la visio soit préférable. Mais comme on est sur des entretiens, sur des postes stratégiques qui vraiment engagent l'établissement dans la durée et en fait vont avoir votre recrutement, il a une importance très, très importante, très forte pour l'établissement. Et il est normal que le chef d'établissement qui va travailler avec vous tous les jours veuille vous rencontrer, veuille vous voir en vrai, quoi. Oui, et Euh, puis même pour vous, hein, c'est quand même beaucoup plus pour- agréable de passer un entretien
physique qu'en visio. Mm. Et puis, lors de cet entretien, vous allez vous faire une idée physique aussi de l'hôpital, d'à quoi il ressemble, de la ville. Parce que vous pouvez vous faire une idée sur la ville, mais si vous n'êtes pas sur place, enfin, il faut aussi que vous allez en profiter avant ou après l'entretien pour voilà, voir un peu la ville, voir un peu si c'est un environnement qui peut vous convenir. Vraiment, ça c'est un point important. Donc, en résumé, privilégier le report de rendez-vous plutôt que la visio. Sachant que sur le Moi, j'ai report aussi de rendez-vous, c'est ah, c'est un risque à prendre aussi, hein, parce que si vous n'êtes pas dans la première salve Voilà. d'entretien, bah, forcément, vous courez un risque à ce que le recrutement se clôture un peu plus tôt que prévu. Donc, Essayez on que sait ce que c'est soit plein un de report contraintes. pas trop loin. Voilà, c'est des contraintes à l'appel, cette période, et c'est vraiment une gymnastique. Mais donc, du coup, si vous priorisez bien vos candidatures dans votre première salve, normalement, il y a en gros allez, les 10 postes les plus convoités. Et du coup, ça devrait vous permettre de pouvoir organiser un agenda relativement de manière jouable, quoi. Mais vous allez passer beaucoup de temps dans le train, ça c'est sûr. je voulais rebondir justement par rapport à ce que tu disais, parce que c'est arrivé à un collègue de promotion. Si vous faites l'aller-retour en train dans la journée, privilégiez plutôt des rendez-vous en début d'après-midi, parce que j'ai un collègue de promotion qui a eu 3 heures de retard, donc qui n'est pas arrivé à l'heure à son entretien. Et un conseil aussi qui peut paraître assez basique, voire bateau, mais si vous avez du retard, pensez à prévenir voilà, Mm. votre interlocuteur, la direction qui vous reçoit. Mm. C'est aussi arrivé à un collègue de promotion qui n'avait pas prévenu le directeur et il a eu 1 heure de retard et le directeur a refusé de le recevoir. Donc, par courtoisie, prévenez votre interlocuteur que vous aurez du retard à votre entretien. Ouais, c'est vraiment un point important aussi Ouais, c'est ça. ce qui est dit là, parce que enfin, vous allez vous le représenter quand vous serez en fonction, mais nos agendas sont extrêmement denses sur les fonctions de direction et d'attaché. Enfin, nos journées s'enchaînent. Le chef d'établissement, il a sûrement d'autres choses avant, après que cet entretien. Et donc, il comprendra tout à fait que vous ayez du retard. Moi, ça m'est arrivé aussi. Et qu'il y a un report ou voilà, la logistique, et puis vous êtes dépendant un peu de la SNCF ou de contraintes de transport. Par contre, il ne comprendra pas que vous n'ayez pas prévenu. Ah, vraiment, ça sera vraiment. Et si vous mettez à sa place, bah, vous pouvez l'entendre aussi, parce que lui, derrière, c'est toute une gestion, son agenda. Et donc, il a pris du temps pour vous. Donc, il faut absolument respecter le temps qu'il a prévu pour vous. Et si vous êtes en retard, bah, juste prévenir, en fait. Et Ouais. après, ça se réorganise dans la journée ou le lendemain, mais prévenir. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à enregistrer d'ailleurs les numéros dans votre téléphone. Voilà, ça peut sembler bête, mais quand vous êtes sur la route et en complication, ça peut faciliter le fait d'appeler le secrétariat ou voilà, écrire un message Il y a, pour il y a prévenir. une question sur le chat. Nous conseillez-vous d'organiser les rendez-vous en fonction de nos préférences ou est-ce que c'est risqué? Si rendez-vous le lundi et l'établissement souhaite nous recruter alors que nous avons un rendez-vous vendredi pour un poste qui nous plaît plus. Alors, sur les rendez-vous, c'est plutôt l'établissement qui va vous les proposer davantage que vous qui allez proposer. Donc, ça, c'est une discussion avec le secrétariat que vous allez avoir quand le secrétariat va vous appeler pour fixer le créneau. Bon, il y aura peut-être quelques marges de discussion sur le créneau, mais bon, il n'y en aura pas non plus 36. Donc, Ouais. je vous invite, en fait, c'est ce que disait Lucie, Exactement. il faut choisir les postes, la première salle, comme disaient Lucie et Émilie, la première salle, le premier envoi de candidature, ça doit être vraiment les postes qui vous intéressent le plus. Quitte à en garder de côté vraiment en deuxième salve sur si au bout de 2 semaines, une semaine et demie, 2 semaines, bon, ça s'est toujours pas décanté et vous avez malheureusement vous avez eu des réponses négatives, là, vous pourrez refaire une deuxième salve. Moi, c'est ce que j'avais envisagé pour mon cas personnel. Mais surtout, faites-vous une liste. Alors, il n'y a pas de chiffre exact. Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est 8? Ça, il n'y a que vous qui pouvez l'apprécier. Mais dans cette première salle, il faut que ce soit les postes pour lesquels vous avez le plus d'attrait sur le papier. Et puis après, bah, vous verrez aux entretiens si cet attrait se confirme ou s'infirme. Mais effectivement, vous risquez d'avoir des propositions assez rapidement pour les postes, les entretiens que vous avez eus
très vite. Il y a des chefs d'établissement qui ont tout à fait compris la mécanique et qui font exprès de proposer des entretiens très vite pour recruter très vite, pour avoir le choix entre, entre guillemets, toutes les personnes qu'ils souhaitent dans la promo. Et puis il y a des chefs d'établissement qui, chaque année, suivent ça de trop loin, prévoient des rendez-vous au bout de 3 semaines et forcément, ils prennent le risque de ne pas avoir d'élèves directeurs parce qu'ils ne sont pas appliqués, ils se sont pas impliqués dans la procédure, ils l'ont suivi de trop loin. Donc, mais pour les chefs d'établissement qui font le choix de recruter très vite, vous aussi, il faut que vous soyez assez réactif, quoi. Voilà, pour le transport, je pense qu'on a fait le Oui. tout. Un petit focus sur les relations interpersonnelles. On ne peut que trop vous conseiller de vous appuyer sur votre entourage à toutes les étapes de cette période d'affectation. Comme Clément le disait tout à l'heure, suite à la publication des postes, n'hésitez pas à échanger autour de vous sur les candidatures que vous souhaitez effectuer. C'est aussi des choix qui parfois impliquent vos proches. Et puis, on a besoin de soutien, surtout pendant cette période. Côté collègues de promotion, on vous conseille de garder quand même une distance assez saine entre vous pour éviter les comparaisons. Puisque, et ça ne veut rien dire, certains collègues de votre promotion vont trouver très vite, d'autres vont mettre plus de temps, et donc pour éviter cette pression, voilà, et je pense il est important de prendre du recul euh, pour vraiment vous mettre aussi un peu dans votre bulle, entre guillemets, et surtout éviter les comparaisons. N'hésitez pas à vous appuyer aussi sur vos collègues du stage long qui peuvent être des appuis avec lesquels vous avez passé du temps et qui peuvent être également source de conseils qui sont précieux. Et puis bien sûr, comme on vous l'a dit depuis le début de la visio, nous on reste aussi disponible pour vous accompagner dans cette période. Donc, Peut-être, Émilie, sur les oui, relations au sein de la promotion. Alors, ça va vraiment dépendre de oui, bien l'ambiance sûr. de promotion. Nous, je sais Mm. que, par exemple, quand j'étais élève directeur, on avait fait le choix de faire un drive et que tout le monde avait joué le jeu, sauf peut-être une personne, de mettre toutes nos candidatures sur le drive. Et donc, que tout le monde, en toute transparence, indique là où il candidatait, ce qui permettait d'une part de savoir finalement combien il y avait de personnes candidates sur un poste, de savoir un peu qui on avait un peu en face de nous entre collègues. Et c'était finalement assez sain parce que ça nous, finalement, après, quand on retrouvait les gens, parce qu'en fait, après, on se croise dans les couloirs des établissements, donc on savait, on n'était pas surpris aussi de se croiser. Euh, voilà, c'est plutôt. Moi, je trouve que c'était plutôt sain. Et après, quand les gens étaient recrutés, ils le disaient, et du coup, ça fermait la ligne du tableau Excel. Mm. Et bon, moi, j'ai trouvé ça plutôt sain. Après, c'est vraiment un choix collectif, ça, de faire ça, puisque rien ne vous y oblige. Voilà, c'est pareil, ça fait partie finalement dans les us et coutumes de la promo. Ça dépend vraiment si vous souhaitez faire ça, sachant que ça repose sur la base du volontariat, hein. C'est à vous de voir au sein de la promo si vous souhaitez partager ce niveau d'information ou pas. C'est Tout à ça, nous, fait. on avait fait la même chose, Clément, exactement sur le même concept de drive partagé. Peut-être sur le plan de votre bien-être, parfois doser l'information qu'on donne, ça peut aussi permettre de, comme le disait Émilie, de se mettre dans sa bulle. C'est une période qui est extrêmement stressante. Voilà, je pense que c'est très très bien de pouvoir le partager dans un esprit sain, etc. Mais euh, c'est aussi normal d'avoir un petit peu moins de nouvelles de ses collègues pendant cette période-là. Il y a des gens qui vont préférer se taire et prendre leur distance, et c'est quelque chose qu'on comprend. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, vous partez en voyage de promo à la suite des affectations et que du coup, vous allez tous vous retrouver Ça rapproche. dans une très bonne ambiance cette fois-ci, et surtout les affectations seront derrière vous, donc il y aura plus ce stress du tout, et vous allez retrouver en fait très très vite une ambiance très détendue et beaucoup plus agréable que cette ambiance quand même un peu stressante que vous avez pendant les affectations. Donc c'est temporaire, il faut se dire que ça va vite. Oui, tout à fait. Enfin, je vous rejoins, Clément et Lucie. Je pense qu'il est essentiel de jouer par contre la transparence avec
vos camarades et peut-être futurs collègues. Ça, c'est vraiment important. Et nous aussi, on avait partagé un drive où dès le départ, d'ailleurs, même les élèves qui avaient des postes fléchés l'avaient indiqué, puisque au départ, on ne sait pas quels postes sont fléchés ou non. Ce qui évite les confusions et puis la perte de temps hein, pour les collègues. Donc, la transparence, c'est quand même très important. Est-ce que vous avez des questions peut-être à ce stade avant qu'on enchaîne? Non, pas de questions. Alors, on a fait une petite slide sur quelques mythes à déconstruire, notamment pour les EDH. On entend parfois que la sélection se fait seulement sur le type d'établissement et donc parce qu'on a fait un stage en CHU, il faut qu'on candidate en CHU. Non, ça ne veut rien dire. Vous pouvez tout à fait candidater partout. C'est pareil pour les D3S, hein, même si vous avez fait un stage dans la protection de l'enfance, rien ne vous empêche de candidater sur le secteur des personnes âgées. Enfin voilà, il ne faut pas se mettre de barrière à partir du moment où vous arrivez à l'argumenter. Mais ça nous semblait vraiment important de le remettre en avant lors du webinaire. Un deuxième mythe sur la question du fléchage. Alors, euh, moi, en tout cas, beaucoup se mettaient la pression sur le fléchage. Attention, c'est quand même exceptionnel les postes fléchés. Alors, il y en a quelques-uns chaque année. Euh, Même si un poste fléché veut dire souvent que vous avez réussi votre stage, l'inverse n'est pas vrai. Vous pouvez avoir fait un très bon stage et ne pas avoir de poste fléché tout simplement parce qu'il n'y a pas de poste disponible. Euh, donc voilà, vraiment, ne vous formalisez pas par rapport à ça. Et enfin, la pression sur le premier poste. Alors oui, on sait que c'est important. En effet, c'est le premier poste sur lequel vous allez commencer à faire vos preuves, notamment pour les externes. Mais n'oubliez pas que si ça se passe pas bien, vous pouvez toujours changer de poste. Voilà, donc pas trop de pression par rapport à ça. Beaucoup d'entre nous ont changé de poste quelques années, voire même parfois quelques mois quand c'est nécessaire après la prise de poste. Et c'est pas grave. Voilà. Et je pense que c'est important de le dire. Ah, c'est hyper important parce qu'en fait, Mm. j'accompagne beaucoup de collègues qui se mettent beaucoup de pression par rapport à ça, notamment à cette période de l'année, à 6 mois de la prise de poste. Et pour des raisons diverses et variées, il y a des choses qui ne les satisfont pas. À chaque fois, c'est vraiment très différent à chaque fois. Vous avez le droit de dire à votre chef d'établissement, écoutez, en fonction de si vous le voyez ou vous le tutoyez, là, je me sens pas bien sur ces fonctions. Enfin, j'envisage de partir. Enfin, et après avoir une discussion saine avec son chef d'établissement là-dessus, c'est vraiment important. Et c'est pas grave, vraiment je le redis, ce n'est pas grave de vouloir quitter un établissement, même quelques mois après. Il vaut mieux, je le redis, hein, on passe beaucoup de temps au travail, on fait des gardes, on consacre, on y met beaucoup d'énergie dans notre métier, comme tous les métiers hospitaliers. Et si on y est, bah, c'est autant possible pour y être bien au travail. Si on n'est pas bien au travail, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et donc, dans ces cas-là, il faut identifier pourquoi. Et si la façon de s'en sortir par rapport à ça, c'est de partir et de changer d'établissement, bah, c'est pas grave, ça remettra pas en cause votre carrière, ça vous serez toujours fait pour les hôpitaux. Enfin, là, je parle pour les hospitaliers, je parle plus avec ma casquette de directeur d'hôpital. Et vraiment, c'est pas grave du tout. Donc voilà, vraiment à relativiser. Mais c'est aussi pour ça que c'est quand même, je reviens sur tout ce qu'on a dit avant, c'est important de se poser les bonnes questions au moment de la préparation des candidatures, au moment de l'entretien, pour ne pas avoir à se les poser 6 mois après en se disant, ah ouais, mais si j'avais su, bah, j'aurais peut-être posé ces questions à l'entretien, j'aurais peut-être vu ça. Et donc bah là, nous, on est là pour ça, on est là pour vous aider, pour vous guider par rapport à ça. C'est là où il faut nous appeler. Tout à fait. Je vais aller dans le sens de Clément. Alors, je vais prendre mon cas personnel. Moi, mon premier poste n'était pas un poste choisi, plutôt un poste que j'ai dû prendre. Et, et je pense qu'on a tout à gagner à être transparent avec la personne qui nous a recrutés. Et je pense que le bon moment pour faire part justement de ces difficultés et aussi de l'envie peut-être d'aller voir ailleurs, c'est la première évaluation. Je pense qu'il faut vraiment se saisir de ce moment-là pour dire clairement à son chef qu'on souhaite partir. Et
Et je veux aussi réagir par rapport à ce que peuvent dire d'autres syndicats. Je suis un peu vent debout d'ailleurs à chaque fois qu'ils le disent, qu'il faut rester 3 ans sur le premier poste. Clairement, comme l'a dit Clément, il ne faut pas, enfin, il faut privilégier aussi un peu son intérêt personnel parfois. Et je pense que la règle des 3 ans, elle n'est plus aussi valable, pardon, qu'elle ne pouvait l'être à une époque. Non, au niveau du SNPS, on n'est pas du tout sur ce registre-là. On est sur un registre où ce qui importe, c'est d'être bien au travail. Et donc, on n'est pas dans un registre un peu paternaliste, comme je peux entendre certains discours, de dire oui, mais il faut que les jeunes ils restent sur leur poste en premier poste, il faut qu'ils aillent à tel endroit et qu'ils restent. Non, si vous avez le droit à un moment donné, vous avez un droit à la mobilité, ou si à un moment donné vous voulez partir, vous pouvez partir. Évidemment, il faut mettre les formes avec son chef d'établissement, le prévenir et, comme dit Alexandre, être transparent, mais vous avez le droit de bouger. Ça fait partie de vos droits. Et c'est aussi au chef d'établissement de mettre en place des conditions de travail qui font que vous allez avoir envie de rester. Donc ça, c'est aussi sa responsabilité. Mm, tout à fait. Euh, on enchaîne avec la période de spécialisation. Normalement, quand vous arrivez à ce stade, hein, vous connaissez désormais votre lieu de prise de poste. Quelques conseils par rapport à cette période de spécialisation. On vous conseille d'effectuer des stages si possible. Alors, ils sont obligatoires, hein, pour les D3S. Mais n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, euh, pendant la période de spécialisation, d'aller faire des stages dans d'autres établissements, notamment en lien, hein, avec les missions que vous allez avoir. Ça, c'est vraiment un des seuls moments où vous allez pouvoir faire ça. Et ça peut vous donner des idées ensuite par la suite, lorsque vous allez arriver dans votre établissement. Ça, si vous pouvez, vraiment, on vous encourage à le faire. Profitez bien sûr de cette période pour acquérir des connaissances et des outils en lien avec votre prise de poste, puisque bah, désormais vous connaissez vos missions, donc n'hésitez pas au niveau des cours, hein, en lien avec la période de spécialisation, à faire un peu à la carte en fonction de votre poste pour prendre un peu à droite, à gauche ce qui est nécessaire pour avoir les outils pour votre prise de poste. Élément important, profitez de certaines lignes droites pour faire cohésion avec les autres promotions. C'est souvent la période la plus agréable, hein, parce que vous connaissez déjà votre poste, vous pouvez vous projeter. Profitez-en, c'est votre dernière ligne droite à l'école. Et en effet, votre vie sera tout autre à compter du mois de janvier et le rythme aussi. Vraiment, voilà, profitez de cette période et des fêtes de fin d'année avec vos proches aussi. Et enfin, bien sûr, ne pas négliger les conditions pratiques liées à la prise de poste, hein. Profitez de cette période pour préparer votre prise de poste au mieux, prévoir votre logement et tout ce dont Ouais. vous avez besoin pour être le plus serein possible lors de votre prise de poste. Un point pratique aussi de responsabilité. Alors ça, le HESP y est très attentive et bah, ils ont raison, l'école a raison d'y être attentive. Les établissements, comme ils ont tellement hâte de vous voir arriver, ils peuvent avoir tendance à vouloir vous donner du travail Ah oui. même avant votre arrivée. Voilà, parce que voilà, ils sont. Alors certains sont peut-être pas habitués d'avoir des recrutements d'élèves ou voilà, ils veulent tout simplement. Alors que vous preniez connaissance des dossiers, enfin que vous ayez un niveau d'information, par exemple qu'on vous envoie du fond documentaire en amont à lire ou même qu'on vous transmette des mails pour information, ça s'entend tout à fait. Par contre, vous n'êtes pas encore nommé, et comme vous n'êtes pas encore nommé, vous n'avez pas de délégation de signature, donc vous n'avez pas de responsabilité, vous ne devez pas engager de responsabilité, vous ne devez rien signer, hein. C'est extrêmement important. Alors je pense qu'il y a peu d'établissements qui peuvent vous faire ça, mais je vous invite, si jamais on vous met en position de responsabilité, non, tant que vous êtes élève, vous n'êtes pas en responsabilité. Une fois que vous serez nommé, vous serez en responsabilité. Une fois que vous aurez votre délégation de signature, enfin, on y reviendra, mais la délégation de signature traduit le périmètre qui est le vôtre dans l'établissement et pour lequel vous avez une délégation du chef d'établissement. Ça, c'est le premier truc à caler dès le mois de janvier, c'est votre délégation de signature pour savoir sur quoi vous pouvez, quel est votre périmètre et juridiquement ce que vous pouvez signer, pas signer, etc. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça peut être tentant, même pour vous, pour des aspects pratiques. Vous dites, ah bah oui, mais comme ça, j'anticipe, ça va éviter qu'au mois de janvier, ce soit trop compliqué, tout ça. Oui, dans une certaine mesure, vous voyez. Euh,
Ça, c'est important. Surtout qu'on n'ose pas dire non à cette période. Enfin, voilà. Donc, Si vous avez un doute, vous nous appelez. voilà. Ça, c'est une très bonne réponse, Clément. Sur la prise de poste, trois conseils chronologiques. Nous, on vous conseille fortement de débuter votre prise de poste par une phase d'observation, hein. Les premières semaines doivent être dédiées à appréhender votre nouvel environnement. Donc ça, c'est une phase essentielle pour appréhender vos interlocuteurs, l'organisation de l'établissement, l'identification des circuits. Donc cette phase est essentielle. Et même, j'irai même plus loin, on vous conseille également de rédiger, alors peut-être plus les premiers mois, après 2, 3 mois de prise de poste, un rapport d'étonnement qui vous permettra de vous rappeler ce que vous avez relevé avec un regard neuf, puisqu'on a tendance à oublier un peu nos remarques et nos réflexions au fur et à mesure du temps, puisqu'en fait, on devient habitué, hein, au processus. Donc ça, voilà, je pense que c'est important parce qu'on peut avoir tendance à l'oublier une fois qu'on est pris dans le flot de la prise de poste. Mais voilà, si vous pouvez garder un écrit d'un rapport d'étonnement, ça peut être un plus euh, pour ensuite mettre en place des actions plus tard, quelques mois après votre prise de poste. Euh, la deuxième étape, il y a tout un enjeu organisationnel, hein, je pense que tous, au cours de notre carrière, on a essayé plein de méthodes et on en essaye encore. Mais voilà, l'objectif, c'est de trouver des méthodes de gestion de travail qui vous correspondent le mieux. Certains font des to-do list, d'autres ont des outils, des logiciels de gestion de projet, de suivi des actions. Ça, c'est très personnel, mais c'est important de prendre de la hauteur pour réfléchir à comment vous voulez vous organiser, comment vous souhaitez organiser vos agendas, vos rappels de réunion. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Donc ça, c'est essentiel pour gagner aussi en efficacité et trouver les méthodes qui vous correspondent le mieux. Et enfin, ça, on nous le conseille aussi grandement à l'EHESP, hein, mais prendre des décisions importantes seulement lorsque vous maîtrisez l'ensemble des enjeux de votre périmètre, voilà, et ne pas trop se précipiter, en tout cas pour prendre des décisions importantes, et vous laisser le temps vraiment d'appréhender votre poste. Ça semble vraiment essentiel. Ouais. Ne réorganisez pas votre service ou votre direction, je dirais, dans vos 3 premiers mois. Prenez le temps d'observer, de voir les dynamiques. Pareil, enfin, moi j'ai très vite eu envie de promouvoir quelqu'un de mon équipe, par exemple. J'ai attendu, ça s'est confirmé, donc tant mieux. Mais je pense qu'il vaut mieux ne pas être trop précipité là-dessus, parce que sinon on risque de s'en mordre les doigts. Et en fait, malheureusement, on ne mesure pas à quel point on est un peu finalement ignorant sur les dynamiques de politique interne et autres avant d'en avoir la pleine maîtrise. Donc ça, c'est vraiment un piège de la prise de poste, c'est qu'on peut penser qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Et voilà, c'est parfois on l'apprend à nos dépens. Donc vraiment, ça, je pense qu'il faut y être vigilant. Il y a globalement très peu de décisions à l'hôpital qui nécessitent d'être prises en urgence. Il y en a, bien évidemment, pour la bonne prise en charge, la bonne continuité de l'établissement. Moi, je vais prendre mon exemple. Je suis arrivé, j'étais DRH, la paye passait pas. Fallait que je. Donc, la paye du mois de janvier, c'était le premier truc. Les agents allaient pas être payés parce qu'on venait de fusionner 2 établissements et du coup, on avait un gros blocage sur la paye. Il fallait réorganiser complètement l'équipe paye de la DRH. Bon, bah ça m'était imposé à moi, j'ai dû le faire. Mais c'est vrai que si ça a été fait parce que, bon, il se trouve que précédemment, ma prédécesseur n'a pas eu le temps de l'organiser. Et donc là, c'est en urgence. Mais finalement, si j'avais pas eu cette contrainte, j'aurais attendu avant de pouvoir proposer une organisation. Donc, hormis les cas d'urgence, finalement, gardez-vous du temps avant de procéder à des réorganisations parce que vous allez bousculer, parce que il y a plein de gens qui vont venir vous voir dès les premières semaines parce qu'ils vont vouloir avoir ce que tous vos prédécesseurs n'ont pas réussi ne leur ont pas donné, ou vous allez vous retrouver dans des dynamiques internes qui vont vous échapper parce que vous allez arriver, vous allez être un peu jeune et naïf. Et ça, ne vous faites pas piéger. Parce qu'après, vous allez le regretter et donc faites attention à ça. Évidemment, tous les professionnels à l'hôpital ne sont pas dans un registre de vouloir vous piéger entre guillemets, mais méfiez-vous, la nature humaine étant ce qu'elle est, quand on travaille en plus en DAM ou en DRH, on voit bien les dynamiques liées à la nature humaine des professionnels, et donc il faut prenez le temps de faire votre propre avis sur votre direction.
peut-être comme il est déjà, on a déjà 1 heure de webinaire, on va peut-être, voilà, tous les conseils qui sont sur la diapo sont évidemment de bon sens. Peut-être on va peut-être s'arrêter là à ce stade pour laisser la place aux questions parce que vous en avez sûrement. Vous avez été très nombreux et on vous en remercie à nous suivre. Là, vous avez à l'écran l'ensemble des référents régionaux, les jeunes managers que vous pouvez contacter dans toutes les régions. Bien sûr, les personnes qui sont là aussi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on prenne toutes vos questions pour pouvoir échanger. Oui, et puis juste en complément, de toute façon, vous retrouvez tous les éléments hein, dans le guide et puis dans Ouais. la présentation. Donc voilà. En effet, il semble plus important de prendre un temps d'échange si vous avez des questions. Allez-y, si vous en avez. Peut-être on a tout abordé, peut-être. Pas de remarques, je sais pas, des interrogations ou... Ah, Guillaume. Oui, pardon, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on Je vais t'entend, peut-être Guillaume. mettre la caméra Vas-y. aussi. Oui, j'ai juste une petite question. On nous a alerté à plusieurs reprises sur parfois la difficulté, enfin l'importance de cerner l'ambiance d'un établissement. Et c'est vrai qu'on a parfois des temps très très courts. Et comment est-ce qu'on peut éventuellement, parce que c'est vrai que quand on a un entretien avec une personne, on se dit que ça peut bien se passer et sans se rendre compte qu'on met les pieds dans un endroit pas forcément très sain. Est-ce qu'il y a des conseils, des choses, vous avez déjà abordé un peu ces points-là dans les Ouais, fiches de poste, mais voilà. ouais. Ouais, alors ça, c'est une vraie question et je pense que c'est Mm. peut-être une des questions les plus importantes que vous avez à vous poser. Peut-être deux choses. Pour commencer par relativiser cette question-là, c'est que l'ambiance de l'établissement, elle peut évoluer. Et l'ambiance au moment où vous arrivez versus l'ambiance dans 18 mois, dans 3 ans, elle sera probablement pas la même. Donc, dites-vous bien que de toute manière, une ambiance, ça se mesure, c'est évolutif et ça n'est que sur l'instant T. Mais évidemment qu'on a envie de prendre son poste dans la meilleure ambiance possible. Et donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'appeler, enfin, ce que je te conseillerais, ce que je conseillerais à tous les autres, c'est d'appeler peut-être les adjoints. Ça se fait beaucoup. Moi, je sais que l'an dernier, j'ai répondu, j'ai passé pas mal de coups de fil à des collègues qui postulaient sur les postes qu'on avait publiés pour Valenciennes. Les adjoints, on est très disponibles pour avoir des échanges transparents et pouvoir se dire que voilà, on peut expliquer un peu les dessous des cartes de la fiche de poste. Tel élément, ça vous pose question, bah, n'hésitez pas à appeler. Il y a probablement un jeune adjoint quelque part qui acceptera en off de vous briefer. Ça vous permettra d'être meilleur à l'entretien et ça vous permettra aussi de sonder un petit peu plus derrière la vitrine que le DG vous présentera. Bah, de voir un peu ce à quoi vous attendre. Donc voilà, ça je dirais qu'il ne faut pas hésiter. Et puis après, bien sûr, le SMPS, on est là pour dire vraiment les établissements sur lesquels il y a des red flags ou des choses vraiment. Mais ça, en général, voilà, c'est un peu connu. Je pense que les mots passent dans les promotions. Évidemment, c'est des choses qu'on ne peut pas étaler comme ça dans des webinaires parce que bah, on n'est pas très friand de la diffamation, mais voilà, il ne faut pas hésiter à prendre des contacts et à prendre la température de manière un peu informelle comme ça. Et si vous en avez pas, vous avez plusieurs entrées. C'est dans votre promo, vous avez peut-être quelqu'un qui était en stage là-bas ou en stage dans un établissement proche, donc qui a noué des contacts à travers son stage. Ou bien évidemment, nous, on a les contacts au SMPS, on a à travers nos référents régionaux. Globalement, à chaque fois en fait, on est contacté pour avoir un contact dans un établissement, on est en capacité d'en donner un à travers notre réseau. Et donc, faut pas hésiter à nous le demander. On vous donnera un nom, quelqu'un à appeler de confiance, qui vous dira les choses enfin, en toute honnêteté, avec les points positifs et peut-être les points négatifs aussi du fonctionnement de l'établissement. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions sur la procédure et les modes de candidature, les entretiens? C'est souvent des questions, on a pas mal de questions pratiques, là, je sais pas si vous en avez. Non, pas d'autres questions visiblement. Je sais pas si Lucie, Émilie, tu avais des choses où vous vouliez compléter?
Bon, non, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Vous l'avez compris, hein, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est à votre disposition sur cette période. N'hésitez pas à nous appeler. Vous nous écrivez sur LinkedIn, on vous donne nos Ouais. numéros de portable et on peut prendre 20-30 minutes pour se faire un appel quand vous aurez les fiches de poste. Donc n'hésitez pas, que ce soit Émilie, Clément, Arthur qui n'est pas présent aujourd'hui ou moi-même ou Ingrid qui nous a quittés pour les attacher. Donc vraiment, il faut pas hésiter. Ça, plus les collègues que vous avez par votre réseau, enfin, il faut être proactif. C'est comme ça que vous allez tirer le meilleur de cette période-là. Et tout le monde s'en sortira, tout le monde aura un poste. Et même si c'est pas le poste de vos rêves, vous pourrez changer. Enfin, voilà. Et ça peut s'améliorer. Et parfois, moi, je connais tes collègues aussi qui sont allés la mort dans l'âme dans un établissement et qui, en fait, s'y éclatent aussi. Donc, Et voilà. sans respect, qui y sont toujours. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc, voilà, faut pas trop se stresser avec cette période, même si c'est très stressant. Peut-être un dernier point, et ce sera, vous comprendrez aussi un peu un point de mise en avant de ce qu'on fait au niveau du SMPS, le temps qu'on consacre là à la création de ce webinaire, à l'engagement là que vous avez, des personnes autour de la table au SMPS, on fait ça en plus de notre travail avec l'aide la remarquable de nos collègues délégués nationaux au SMPS qui nous soutiennent pour faire ça. Et donc l'ensemble des élus, là, vous voyez, moi je suis au CHU d'Angers en train de faire ça sur mon temps de travail. Je vois Émilie aussi à Poitiers, Lucie, alors qu'elle est pas, elle est, elle est Bon, moi, je Covid. suis en arrêt, mais ça, c'est une mauvaise pratique. Vous voyez l'engagement des élus et des collègues du SMPS. Donc, un dernier point, voilà, la plupart que vous soyez attaché, directeur, ce sont des métiers très syndiqués parce qu'on est très exposé, on fait un métier exigeant, difficile et on a besoin d'être protégé. Si ce qu'on a fait à travers ce webinaire et les questions et la façon dont on l'a préparé si l'ensemble de ce qu'on a préparé et de ce qu'on a montré vous a plu, eh ben, on vous invite à adhérer au SMPS. Ça nous permet de soutenir ce type d'action, de soutenir après tout l'accompagnement qu'on fait individuellement et le temps qu'on passe avec vous. Et bien évidemment, ça vous permet d'avoir plein d'informations sur les actualités statutaires, les revendications du SMPS et les avancées des négociations. Donc n'hésitez pas à adhérer. En plus, on est le syndicat le moins cher. Je me permets de le dire. Ça fait un peu Leclerc, mais c'est factuellement vrai. Donc n'hésitez pas à adhérer pour avoir toutes nos informations et nous soutenir. Et on est les seuls à avoir un collectif jeune manager. Ah oui, Oui, évidemment. évidemment. Et n'hésitez pas aussi à solliciter les référents régionaux, hein. Vous avez vu la carte hein, qui était dans Ouais. le diaporama, notamment une fois que vous avez votre affectation, votre prise de poste, vous pouvez voilà, contacter les référents régionaux de la région sur laquelle vous prendrez votre poste. Donc vraiment, n'hésitez pas. On est là pour ça. Et puis surtout, on vous souhaite plein de courage pour cette période. Euh, Ah, est-ce que, on a un micro Cécile, ouvert. oui, ah, merci. On vous souhaite surtout plein de courage pour cette période, cette dernière ligne droite. Vous n'êtes pas tout seul, je pense que c'est important de le dire. Ouais, on est là. Voilà, on est là. Bon courage à vous. On se donne des nouvelles au mois d'août et notamment au moment des fiches de poste. Voilà, n'hésitez pas à revenir.